Je vous emmène aujourd'hui à Paris, devant le Panthéon, l'édifice où sont enterrés les grands penseurs de l'histoire de France. Jean-Jacques Rousseau, Jean Moulin, Jean Jaurès, Voltaire. Pourquoi ? Parce que dans la continuité de cette pensée des Lumières, je vous propose une rencontre avec l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco. Elisabeth Roudinesco a écrit un petit livre « Pourquoi tant de haine, tant aujourd'hui, la psychanalyse est victime d'une agression permanente ». Place maintenant à Elisabeth Roudinesco. Elisabeth Roudinesco, un tout grand merci d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir ici chez vous au cœur de Paris. Vous êtes une grande historienne de la psychanalyse. La psychanalyse aujourd'hui, quelle est encore sa valeur face à l'offensive des théories comportementales? La caractéristique de la psychanalyse, c'est que c'est une discipline un peu semblable à l'anthropologie, que c'est une discipline qui, dans beaucoup de pays, n'est pas reconnue avec une autonomie comme l'anthropologie, mais il n'y a pas que l'aspect thérapeutique. C'est un système de pensée, pas seulement celui de Freud, mais il y a eu beaucoup d'écoles, donc c'est un système qui pense et qui n'est pas seulement une thérapie. Avec ce système de pensée, on a une approche de beaucoup de choses. Par exemple, c'est une théorie du sujet qui prolonge la philosophie, une théorie de l'inconscient. Il y avait de l'inconscient avant Freud, mais il l'a théorisé d'une certaine manière. Et puis il y a une clinique. Alors, si on se place du point de vue de la clinique, parce que c'est ça votre question, ou plutôt, si on se place du point de vue de la discipline, je dirais que Freud est probablement aujourd'hui l'auteur le plus lu dans le monde avec Marx, qu'il y a un développement considérable des travaux savants sur l'histoire de la psychanalyse, un grand développement dans les départements littéraires. Les œuvres ne sont pas travaillées par forcément des psychanalystes. Alors maintenant, votre question est clinique. L'offensive, il y en a toujours eu, mais celle-ci est beaucoup plus importante parce que traditionnellement, la clinique psychanalytique a été portée par la psychiatrie, par le savoir psychiatrique. Ce savoir psychiatrique avait une approche de la folie tout en étant médicale, une approche de la folie qui était à la fois organique et existentielle. Le sujet existait. Aujourd'hui, la psychiatrie est entièrement biologique, de sorte qu'elle a évacué toutes les disciplines du psychisme. Et du coup, elle est devenue aussi comportementale, puisque c'est l'absence de subjectivité. Donc la psychanalyse est évacuée de ce domaine-là. Alors, l'approche existe. L'approche de par la cure, par la parole existe. Je pense qu'elle restera certainement importante. Les psychanalystes existent. Je dirais que le gros défaut face à cette crise, pour l'ensemble de la corporation analytique, c'est qu'ils n'ont pas su l'affronter et qu'ils n'ont pas su rénover les modalités de la cure. Il fallait non pas du tout lutter pour montrer une efficacité, puisque tout est efficace et rien ne l'est dans les domaines du psychisme. Vous faites une partie de golf, vous faites une analyse, vous faites tout ceci. Du moment que vous vous occupez de vous, ça va mieux. Le critère pour vous de la psychanalyse, c'est que c'est d'abord un extraordinaire, une vision du monde, un récit du monde, une grande philosophie de compréhension de la réalité. C'est aussi, sur le plan thérapeutique, une méthode très intelligente, puisque elle demande au sujet de se comprendre lui-même. Donc sur ce plan, il n'y a pas mieux pour rendre intelligent. C'est beaucoup plus intelligent que de faire des thérapies corporelles ou comportementaliste. Mais pour faire une thérapeutique psychanalytique, il faut du temps, il faut du désir, il faut déjà avoir conscience qu'on ne va pas bien. En gros, c'est fait pour les névrosés. J'allais presque vous dire pour les gens qui ont peu de problèmes. Peu de problèmes, mais des problèmes majeurs. Névrose d'échec, névrose d'angoisse, névrose obsessionnelle, tout ça, ça marche très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît mieux. Pour tout le domaine de la dépression, des borderline et des psychoses, la psychanalyse n'a jamais prétendu guérir quoi que ce soit. Elle aide. Elle aide parce qu'il vaut mieux qu'il y ait cette approche-là que rien. Mais si vous voulez, aujourd'hui,
on a un tel excès médicamenteux, on a tellement expliqué aux gens qu'ils iraient beaucoup mieux depuis 40 ans, qu'ils iraient beaucoup mieux avec les médicaments, qu'on est au bout de cette époque-là de l'histoire. La preuve, tous les médias aujourd'hui, et les mêmes qui avaient encensé la révolution pharmacologique, descendent en flammes la totalité des médicaments. Je reprends le titre de votre très beau petit livre. Pourquoi tant de haine contre la psychanalyse aujourd'hui? Comment est-ce que vous expliquez? Comment j'explique? Des brûlots contre Freud, il y en a eu depuis 1900, je ne sais pas, tous les 5 ans, tous les 10 ans, c'est permanent. C'est une très bonne question pour l'historien. Il y a quelque chose qui choque, qui résiste, qui trouble. Pourquoi? Parce qu'elle prétend expliquer l'inconscient, elle prétend expliquer la sexualité, tout domaine de l'intime, et la plupart du temps, on n'en veut pas. Le dogmatisme des psychanalystes a joué. Et puis, dans toutes les périodes extrêmement populistes, et nous vivons une période populiste, Absolument. Il y a un retour de haine beaucoup plus grand qu'autrefois. Autrement dit, les religieux, pendant le premier moitié du XXe siècle, ont été très hostiles à cette théorie, on comprend pourquoi. La sexualité, la libération des femmes, etc. Ensuite, les adeptes du tout chimique ont été très hostiles, parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas une science, ça n'en est pas, que d'autre part, les médicaments allaient apporter toutes les solutions. Or, aujourd'hui, pas du tout. On va entrer dans l'ère d'une critique des médicaments. Alors, elle a résisté à tout ça, donc qu'est-ce qui reste? Pourquoi elle est tellement haïe? Je pense que dans les périodes très populistes, anti-intellectuelles, qui valorisent l'émotion, le retour à la terre, les tribus, je pense qu'elle est regardée comme une science d'intellectuels, de riches et de juifs. Même si ça n'est plus du tout la question centrale. Les mêmes arguments reviennent toujours. Et ça me frappe. Les pires grands ennemis de la psychanalyse qui continuent à tenir des discours incroyables viennent de l'extrême droite. C'est majoritaire, viennent de l'extrême droite. Chez nous, du Front National, sans arrêt. Les freudosémites, la science juive, la science des intellectuels qui ne croient pas à la terre, au peuple, à l'ancrage, ce sont les attaques. Bien entendu, je répète, la question n'est pas de savoir si c'est pratiqué ou non par des juifs, ce n'est plus le cas du tout. C'était à Vienne, oui, mais pas maintenant. Donc, mais ce sont toujours les mêmes arguments. Et donc, elle est vécue par les populistes comme quelque chose de raffiné, d'intellectuel. Ça, c'est très étrange. Et c'est d'autant plus étrange que, politiquement, une majorité de psychanalystes sont devenus très réactionnaires. Donc, on a droite contre extrême droite, mais c'est très étrange sur ce plan-là. On a une multitude. Parce que les vraies attaques des progressistes, de la gauche, comme quoi c'était une science bourgeoise, comme elle ne s'occupait pas du peuple, que Freud était conservateur, ces attaques-là, en gros, ont été acceptées par le milieu analytique. Vous avez beaucoup d'analystes de gauche, progressistes, qui, au fond, ont accepté les critiques du conservatisme freudien, qui ont évolué. Donc, si vous voulez, la critique de gauche, elle a été très salutaire pour l'analyse. La critique d'Adorno, la critique de Marcuse, la critique des antipsychiatres. Moi, je me réclame assez de cette position critique de la psychanalyse. Mais il ne faut pas se tromper. Les vrais ennemis, c'est le populisme, l'extrême droite. Tout ce qui met à la place du sujet l'hérédité, le on ne peut rien faire, tout est donné d'emblée, et puis l'ancrage dans la terre. Alors, c'est fascinant de constater que ce sont les mêmes arguments qui reviennent en permanence.
Quel est le regard, vous qui avez écrit un très beau livre sur la question juive, Retour sur la question juive, quel est le regard que vous posez sur cette reviviscence, cette renaissance, entre guillemets, des fanatismes religieux, des identités, des communautarismes? C'est ce qu'on doit affronter dans notre époque aujourd'hui. Je pense que, alors, sur une très longue période, l'échec du communisme explique au fond le retour de la recherche communautaire. Le communisme est une idée magnifique d'égalité, c'est une idée universelle qui est née de la Révolution française et toutes les tentatives dans tous les pays ont échoué. Ça s'est tourné en son contraire et c'est devenu évidemment dramatique. Donc à partir de ce moment-là, cet échec au fond de l'idéal universaliste magnifique des peuples, qui, comme ça a été bafoué, comme ça s'est tourné en son contraire, au fond tout le monde retourne à ses vieilles identités, c'est-à-dire sa religion, son territoire, son identité d'origine. C'est une très grande régression. Alors, comme c'est favorisé par certains côtés, par un autre fléau, qui serait, je dirais, l'ultralibéralisme, oui, c'est-à-dire l'absence, au fond, alors, l'apolitisme. Si le marché est complètement roi, au fond, ça laisse libre cours à l'idée que vous choisissez ce que vous voulez comme référence. Vous pouvez être bouddhiste, habiter votre village, on s'en fiche du moment que c'est rentable. Mais c'est redoutable, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est l'absence de collectivité. De lien collectif. De lien collectif. Vous fonctionnez que pour vous, dans une sorte d'égoïsme social complet. Donc on est pris entre deux fléaux, les excès, au fond, de l'ultralibéralisme qui laisse l'individu face à sa finitude et dans un monde d'argent, et puis naturellement le fanatisme. Mais j'ajouterais aussi dans les fanatismes, à côté des fanatismes religieux, il y a le fanatisme des médecines parallèles, des sectes, des engagements délirants dans des faux savoirs. Quel est le regard que vous portez, vous qui êtes une femme engagée, j'ai vu que vous aviez été membre du Parti communiste, et sur justement cet ultralibéralisme. On dit chacun suit son chemin, chacun a la liberté, et ça va aussi dans le sens, d'une certaine manière, dans le sens d'une forme de libéralisme du choix de vie. Donc c'est toute la question de la liberté sexuelle, puisque le débat est en France aujourd'hui sur la question de l'homosexualité, de l'homoparentalité, de l'euthanasie. Il y a aussi une logique libérale où chacun suit son chemin. Est-ce qu'il n'y a pas, autrement dit, et pour être court, d'un côté le libéralisme culturel et de l'autre le libéralisme économique? Est-ce qu'on ne fait pas le choix du libéralisme culturel en refusant le choix du libéralisme socio-économique? Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis libérale pour les mœurs. Je suis pour toutes les libertés maximum, contre les formes de puritanisme, et donc libérale pour les mœurs, sans aucun doute, favorable à l'égalité des homosexuels devant le mariage. Je suis contre l'abolition de la prostitution définie parce que c'est une aberration. On va s'en prendre aux clients, le remède va être pire que le mal. Donc, très libéral dans les mœurs, vous avez raison. Mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'il faut corriger les excès de ce libéralisme qui laisse le sujet transformé en individu face à une angoisse terrible qui est qu'il n'y a plus d'engagement collectif. Il faut du collectif. Un sujet ne peut pas vivre tout seul sans avoir des engagements sociaux, collectifs, une solidarité, une croyance à l'universalisme de l'humanisme. Par exemple aussi à l'idée que moi, je considère que tout sujet a envie d'être libre. C'est ce qui se passe dans les révolutions arabes. On voit les sociétés travailler par le désir de liberté. Et qu'est-ce qu'on a en face? Des forces réactionnaires et fanatiques qui veulent les empêcher. Donc il faut favoriser toutes ces libertés. Et je ne tiendrai jamais un discours du genre « ce peuple-là n'a pas envie d'être libre, on ne doit pas lui offrir la démocratie ici, mais il mettra du temps à y venir ». Et donc, bien sûr qu'il faut lutter contre tous ces fanatismes, et de façon très rigoureuse, mais en offrant autre chose. En offrant tout à fait autre chose, c'est-à-dire certainement pas un culte identitaire, certainement pas chacun sa synagogue, chacun son église,
Liberté des cultes, oui, mais pas oppression identitaire. Vous avez côtoyé des intellectuels illustres du XXe siècle, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan. Tous. Tous, absolument Oui. tous. Donc je suis tout à fait très impressionné d'une certaine manière de vous rencontrer parce que j'ai beaucoup d'estime pour toute cette grande figure de la compréhension du monde. Quel est pour vous aujourd'hui c'est une question simple, mais le sens, pour Elisabeth Roudinesco, c'est quoi le sens de la vie, le sens du bonheur aujourd'hui? L'intelligence, la compréhension du savoir, la capacité de dominer ses pulsions et d'être capable de réfléchir face au malheur. C'est vrai que ces maîtres-là ont transmis quelque chose. J'ai été l'élève de Gilles Deleuze à 24 ans, j'ai été l'élève de Michel de Certeau, qui était un jésuite écléré qui m'a conduit vers le travail de l'histoire. Et on a été formés, au fond, à un idéal, quelles que soient les différences, à un idéal du savoir éclairé. Je ne peux pas vivre, moi, sans livre, sans idées, sans réflexion permanente, sans quelque chose qui soit intelligent. Or, on est dans une période que je trouve assez régressive. Et comme je fais de l'histoire, je sais qu'on ne peut pas dire « c'était mieux de mon temps et ça reviendra comme avant ». C'est impossible. Et d'ailleurs, l'histoire montre toujours le contraire. Mais d'un autre côté, on peut comprendre qu'il y a des périodes très particulière de crise, et on est dans une période de crise économique, crise de société, crise d'identité, crise du livre et du savoir. Crise du livre parce qu'on passe de l'esprit de Gutenberg et du graphisme vers la vidéo, vers l'image. Est-ce on passe dans un modèle culturel de société? Non, mais moi ça je suis pour, c'est évident. Et quand vous dites crise du livre? Alors, crise du livre, crise de l'objet livre, c'est-à-dire l'idée qu'il y a beaucoup moins le culte, en quelque sorte, du savoir des anciens qu'on puisse transmettre. Bien entendu, on le sait, puis toutes les études le montrent, Internet c'est formidable à condition qu'on sache s'en servir. Oui. C'est ça le problème. Pour se servir bien de l'Internet, il faut avoir une culture, sinon tout se vaut. Vous prenez un article sur Hitler, ça vaut un article sur Marx, qui vaut un article... Il faut avoir les instruments pour contrôler soi-même ce qu'on lit. Or, on vit un petit peu dans une époque où il y a un relativisme, tout se vaut. Et la liberté critique, il faut savoir l'exercer. Et pour ça, il faut des maîtres, il faut une école, il faut des savoirs et il faut de la raison. Régis Debray disait dans une très belle phrase, je trouve, pour pouvoir se passer de maître, il faut avoir eu des maîtres. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on ne se passe jamais de maîtres, parce qu'ils habitent en vous. Les maîtres habitent ce qu'on est, habitent notre... Moi, c'est impossible de se passer du souvenir des maîtres. Même quand ils sont morts, ils sont là. Donc il faut avoir eu des maîtres. Donc vous faites un vibrant plaidoyer pour la connaissance, pour le sens de la vie par le savoir. Oui, d'ailleurs j'enseigne. Oui, j'enseigne à l'école normale supérieure. C'est une belle formule, oui. je la reprends de Spinoza, qui disait « plus je connais, plus je suis moi-même ». Mais oui, moi j'aime tout connaître, savoir. D'ailleurs, j'ai un peu exagérément. Si je vais quelque part, je lis tout pour voir où je vais. Oui, j'adore ça. Écoutez, on s'ennuie sans la connaissance. Si vous voulez, notre époque est prête à nous dire en permanence, faites du sport, courez toute la journée, embellissez le corps, faites que ça. C'est pas possible, ça ne remplace pas l'âme, ça ne remplace pas la connaissance. C'est formidable hein, de pouvoir vieillir mieux, mais il ne faut pas que ça vienne à la place de la réflexion. Je vais peut-être faire une incise. Vous savez ça, par exemple, sur la chirurgie esthétique. La croyance que la chirurgie esthétique va vous faire entièrement rajeunir. C'est pas vrai. Ça enlève quelque chose et ensuite, ça revient. Donc, finalement, on ne peut pas lutter complètement pour rester ce qu'on a été dans sa jeunesse. Je prends cette idée. Donc je reste très hegelienne. L'histoire, c'est la dialectique et il faut accepter les changements, les modifications, accepter ce que nous offre la science et les progrès, et en même temps la contrôler. Ne pas croire qu'on va
pouvoir atteindre l'immortalité parce que on pourra se changer. C'est pour ça que à la fois, je suis pour le libre arbitre complet et les décisions, mais attention de ne pas croire qu'on peut tout décider de tout soi-même non plus. On a besoin du souvenir des maîtres, que le savoir reste actif, de ne pas croire que le corps est la simple finitude. Il faut de la psyché, en quelque sorte. Madame Rodinesco, je me permets une dernière question. Vous n'avez pas parlé de la question du rapport à la nature, de la question environnementale. Est-ce que, ce qui était une préoccupation relativement secondaire, je dirais, dans l'histoire des idées au XXe siècle, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les études scientifiques sur le basculement annoncé du monde, sur la mort des océans, est-ce que pour vous, la question du rapport à la nature, ou je pourrais dire du rapport aussi à l'animal, hein, comme les travaux d'Élisabeth de Fontenay par exemple, est-ce que c'est une question qui vous préoccupe ? C'est une question que dans ma génération on ne se posait pas et qui est arrivée. C'est pour ça que je vous pose la à partir question. du moment où c'est arrivé, oui, ça me préoccupe et ça m'intéresse. J'ai eu un grand dialogue avec Derrida sur la question de l'animalité. Absolument. Et de la souffrance animale ou environnementale. On ne peut pas ne pas y être sensible. On ne peut pas faire une religion anti-environnementale. Bon. Mais d'un autre côté, je me méfie des fanatismes. Par exemple, nous devons incontestablement nous préoccuper de la souffrance animale, mais on ne peut pas poser qu'il faut que l'homme cesse de manger de la viande. C'est impensable. Dans la hiérarchie des êtres, l'homme reste au-dessus des autres êtres. Ah bah oui. Je reste très darwinienne. Il y a, si vous voulez, la nature existe. Les thèses de Darwin sur l'évolutionnisme existent. Autrement dit, elle résistera toujours. Regardez ce qui s'est passé avec les OGM. C'est intéressant quand même. Absolument. On veut trop modifier, ça ne marche pas. Donc, il faut faire très attention à la nature. Il faut et la nature et la culture, les deux, équilibrés. Et il ne faut pas faire des religions fanatiques de l'interdiction de tout. Je ne suis pas du tout favorable à ce que, au nom de la souffrance animale, on interdise complètement l'abattage, qu'on corrige les méfaits, qu'on réfléchisse sur l'abattage industriel. Mais on ne peut pas interdire à l'homme de manger l'animal. C'est pour ça que dans le débat que j'ai pu avoir avec Derrida, quand il disait « mais si vous voyez à la télévision tous les jours les animaux abattus, vous n'aurez plus envie de les manger. » Absolument, j'aurais plus envie. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être ne pas tout montrer, parce qu'à ce moment-là, le remède est pire que le mal. On est dans une société de masse où on peut voir sur Internet tout, comme disait mon maître Pierre Vidal-Naquet, aujourd'hui on ne peut pas cacher la moindre torture dans un pays. Ça c'est très positif. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à toute la transparence, parce qu'on peut induire des comportements irrationnels avec ça. Donc je pense qu'il faut être raisonnable dans l'écologie. L'écologie, oui, la religion écologique, non. Hein, l'homme, c'est la nature et la culture. Ça n'est pas le retour à une nature immaîtrisée, ça c'est très bien, c'est une quête individuelle, on peut le faire, que les gens retournent à la communauté. Je suis libérale, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais pas de théorie en excès. Un tout grand merci à vous, Madame Rodinesco. Merci à vous. Merci.